Yorana Aranga et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Aujourd'hui, on parle chiffres, stratégie et transmission d'un projet de vie avec le rachat d'entreprise. Suite et fin de l'émission du 3 avril dernier que vous pouvez aller voir directement sur le site tntv.pf/replay. Et sur notre plateau, nous avons Jean-Philippe Pina, notaire Yorana. Bonjour. Nous avons Benoît Rojon qui est conseiller session acquisition Yorana. Yorana. Mahialani Metoua, experte comptable. Bonjour. Et puis nous allons essayer de voir déjà qu'est-ce que la valorisation d'une entreprise, puisque c'est quelque chose de clé, c'est un élément clé pour le rachat d'entreprise. Et je me tourne vers toi, Benoît, pour cette première question. Alors, qu'est-ce que la valorisation? La valorisation, c'est définir la valeur des parts sociales ou des actions d'une société. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir la valorisation dans, comme on disait, dans ce sujet, le rachat d'entreprise? C'est indispensable parce qu'il faut mettre un prix sur la société qu'on veut vendre. Et comment est-ce qu'on va définir ce prix? Il y a plusieurs méthodes. Je pense qu'on va pouvoir en discuter un petit peu. Il va falloir savoir un petit peu ce que génère la société en termes de résultats, en termes de bénéfices, et ce qu'on va pouvoir affecter à un remboursement de crédit. Parfait. Je suppose que la définition n'est pas exactement la même si par rapport à ce terme, la valorisation d'une entreprise, vous la voyez différemment. Jean-Philippe, on commence avec toi. Une entreprise vaut ce que l'acquéreur veut bien en mettre et surtout le résultat qui sera généré par l'activité qui permettra au repreneur finalement d'assurer ses encours bancaires, payer ses charges, ses salariés, ses impôts. Donc il n'y a pas de barème spécifique. Chaque entreprise est différente. Un commerce, deux commerces qui sont côte à côte n'ont pas forcément la même clientèle, pas forcément le même développement, pas forcément le même nombre de salariés. Donc nécessairement, chaque entreprise est vraiment spécifique. Donc c'est une étude vraiment comptable, d'abord pour déterminer un résultat, la capacité ensuite du remboursement du repreneur. Donc c'est quelque chose qui s'étudie vraiment très précisément, puisqu'il faut connaître aussi l'actif, mais aussi le passif en cours, le passif inconnu ou prévisible. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper, parce qu'on ne se jette pas à l'eau comme ça. On n'achète pas une voiture, on achète aussi une activité, du personnel, de l'actif et du passif. Alors pour faire un petit rappel de la première émission, rappelle-nous ce que c'est un passif, un actif. L'actif, c'est tout ce qui est dans la corbeille de l'entreprise. Ses contrats signés, sa clientèle, son stock, tout son matériel, toute sa capacité à générer du produit, du revenu. Le passif, ça va être c'est le coût salarial des salariés, des encours actuels, des charges sociales, fiscales, les impôts. Et forcément, quand on fait plus et moins, il doit rester un actif positif. Et à partir de là, on détermine la valeur de la société. Un des premiers éléments que l'on peut voir quand on fait ses recherches sur le rachat d'entreprise, c'est le bilan comptable, Mahialani, dans la valorisation. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est un rôle clé. Comme le disait Jean-Philippe, le bilan, en fait, c'est une image de l'actif et du passif à une date donnée. Donc moi, en tant qu'expert comptable, ça me permet de déterminer qu'est-ce que l'entreprise a. Si elle a des terrains, des constructions, de la trésorerie, de sa clientèle aussi. Et qu'est-ce qu'elle doit aussi, parce que ce qu'elle doit va forcément baisser la valorisation de l'entreprise. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui nous permettent vraiment de savoir un peu mieux comment est-ce qu'est valorisée une entreprise. Exactement. C'est quoi les éléments que vous regardez le plus souvent? Tu viens de les citer. Actif, passif, je suppose. Oui, actif, passif. Donc comme je disais, immobilier, terrain, construction. Je regarde aussi ce qu'elle a en trésorerie, ce qu'elle doit, parce que si ce qu'elle doit est supérieur à ce qu'elle a, déjà là en termes de valorisation, c'est compliqué. Mais je regarde aussi le compte de résultat, donc chiffre d'affaires et ce qu'il reste après déduction de toutes les charges salariales, achat de marchandises, et ça va donner son résultat. Donc le résultat, c'est l'argent qui revient en fait au propriétaire de l'entreprise après déduction de toutes les charges. C'est intéressant ce que tu as dit juste avant, donc ce qu'elle doit, en imaginant qu'une entreprise doit quelque chose, que ce soit à des fournisseurs ou autres, c'est pas un frein pour des acquéreurs, des futurs acquéreurs, de se dire, tiens, l'entreprise doit tant, donc finalement, j'ai pas forcément envie de faire ce rachat, Mahialani. Pas forcément, parce que le prêt, c'est un outil de développement. Donc, si elle doit de l'argent, mais qu'en face, elle génère assez de trésorerie pour couvrir cette dette, non, ça pose pas de problème.
Je vois que la valorisation, on en parle depuis le début de cette émission, c'est assez complexe. Comment est-ce qu'on l'estime, Benoît? Aujourd'hui, on peut le voir, je prends un exemple tout bête, mais pour une voiture, ben, ça va être telle fourchette de prix. Plus elle est neuve, bien sûr, plus ce sera élevé. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Il y a Ah, plein de choses à pouvoir voir non, pour pouvoir valoriser l'entreprise. effectivement, on va parler déjà du résultat de la société, hein, Mhm. ça, c'est la base. Ensuite, on va pouvoir retravailler la rémunération du gérant, hein, quelqu'un qui va avoir un salaire important parce qu'il est en activité. Un repreneur va baisser son salaire afin d'affecter une partie des revenus au remboursement du crédit. Mhm. Là, on va parler de disponible de cash flow, hein, ou de capacité d'autofinancement de la société par la suite. Et la banque va demander 70% à peu près de la capacité d'autofinancement de la société qu'on va pouvoir réaffecter au remboursement du crédit qu'on aura contracté pour le rachat de la société. Comment est-ce que l'on fait pour, gérer ces écarts d'appréciation, de se dire, ben tiens, le vendeur veut vendre une entreprise, je dis une bêtise pour que ce soit plus clair pour les téléspectateurs, mais tiens, je veux la vendre 10 millions, et finalement, ben, l'acheteur dit, ben, non, pour moi, ça vaut 5 millions. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces écarts? C'est un peu votre rôle? Eh ben, le principe de valoriser la société en amont, avant toute chose, c'est on valorise la société. Cette valorisation, elle va permettre d'évacuer rapidement le problème du prix. Ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, hein. La société, elle vaut quelque chose. Une fois qu'on a évacué ce prix-là, et on est d'accord sur un prix acquéreur-repreneur, le prix, il est défini. On, c'est- on peut avoir ce côté affectif un petit peu, hein, puisqu'on crée quelque chose. Et donc, on va se dire, ma société, puisque c'est mon bébé, elle vaut plus. La réalité, c'est que les chiffres ne mentent pas, C'était malheureusement. justement ma prochaine question. Quand on crée quelque chose, on n'est pas totalement objectif, donc on veut lui donner plus de valeur qu'elle n'en a réellement. Alors, elle a sans doute beaucoup de valeur aux yeux du créateur. Néanmoins, après, il y a des choses concrètes, entre autres les banques et les organismes de prêt, qui, eux, c'est très factuel. S'il y a un prix, il y a un prix. On a parlé de la rémunération du repreneur, justement, Jean-Philippe, je me tourne vers toi. Lorsque l'entreprise est en vente, la rémunération du gérant qui reprend le bien, enfin l'entreprise, rentre en compte dans le montage juridique et financier. En réalité, quand quelqu'un veut reprendre une entreprise, une boîte, euh, à partir du moment où dans ses bilans comptables, c'est pour ça que le rôle de l'expert comptable est essentiel dans la reprise d'une activité, c'est que les chiffres représentent la réalité, les chiffres sont têtus, donc on voit nécessairement l'actif, le passif, on voit le résultat. La rémunération du gérant, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui se jette à l'eau pour porter à bout de bras une entreprise. Donc il aura sa rémunération, bien sûr, parce que tout travail mérite salaire, mais sa rémunération va être déterminante au regard de l'ancien dirigeant de la société, mais c'est surtout ce qui va déterminer sa capacité à rembourser ses encours. Mhm. Est-ce que c'est possible, par exemple, que je reprenne une entreprise, que je mette de côté ma rémunération en tant que repreneur, justement pour réinvestir dans l'entreprise? Est-ce que c'est possible, ça, juridiquement? C'est même souvent le cas, Mhm. parce que quand il y a un changement de dirigeant, on repart un peu d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'il faut continuer à fidéliser la clientèle, il faut faire en sorte que le chiffre d'affaires ne baisse pas et qu'il augmente. Donc l'entrepreneur se met en risque pour porter à bout de bras une entreprise, porter ses salariés et faire en sorte que sa boîte vive au mieux. Évidemment que les premiers temps d'une reprise d'activité, l'entrepreneur fait un maximum d'efforts. Sinon, il y aurait un côté magique. Tout le monde rachèterait. Moi, je rachèterais ATL en disant oh, c'est super, ça rapporte des sous. Non, c'est un métier à part entière. Donc, c'est aussi une prise de risque parce qu'il faut bien comprendre que le repreneur, il emprunte sur 7 ans, sur 12 ans. Il se porte caution, il met tout en jeu. Il hypothèque sa maison s'il le faut. Donc, c'est pas quelque chose de magique. C'est quelque chose qui est assez important. On parle aussi d'apport. Donc, je me tourne du côté de Maya Alani. Est-ce qu'on peut parler de l'apport qui est conseillé, recommandé pour un rachat d'entreprise? Oui, forcément. Au-delà de ça, on considère que quelqu'un qui veut racheter une entreprise, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager Mhm. à tous les niveaux, donc personnellement, mais aussi financièrement. Et qui dit financier dit apport et ce qui montre son engagement.
Mais après, l'apport, ça dépend, le pourcentage en tout cas d'apport qui est demandé, ça dépend aussi du type d'activité, du repreneur aussi, de sa capacité, de son expérience et de la complexité en fait du rachat. On a eu des cas où oui, on demandait 0% d'apport, mais parce que l'activité était telle que la rémunération future pouvait permettre de rembourser en totalité l'emprunt sans problématique particulière. Mais on a des cas où, en général, on demande 20% et on peut monter jusqu'à 50%. Ça dépend vraiment. Justement, je me tourne vers toi, Benoît. Ce sont des cas habituels, 20%, 30%? Oui, la banque, pour une reprise classique, demande aux alentours de 20%. Hein, on demande, nous d'ailleurs, des évidences bancaires pour communiquer des chiffres de sociétés, etc. Parce que voilà, il y a quand même une certaine confidentialité à maintenir. Je pense que d'ailleurs c'est la base de la cession d'entreprise. Il faut que ce soit confidentiel. Alors parlons de ces apports. Bon, imaginons que je gagne à la loterie. J'ai l'argent qu'il faut. Je suppose qu'il faut quand même être familier avec les chiffres, familier avec ce domaine pour pouvoir reprendre une entreprise, quelle qu'elle soit. Oui, la réalité, c'est qu'on ne s'improvise pas non plus chef d'entreprise et dans tous les domaines. Il est évident que c'est mieux de connaître le métier. Néanmoins, on se rend compte aujourd'hui qu'un bon financier réussira à reprendre une société. Même s'il y a des technicités qu'il n'a pas ou qu'il ne maîtrise pas complètement, s'il est bien encadré, s'il est bien suivi, il y a possibilité de passer outre ça. Quelqu'un qui va bien savoir gérer une société, il va pouvoir reprendre presque toutes les sociétés. Est-ce que parfois c'est un peu le rôle du notaire, Jean-Philippe, pour de venir conseiller le repreneur et de lui dire c'est pas trop conseillé, par exemple ici le repreneur ne connaît pas forcément le domaine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Très, très souvent, en fait, notre rôle, on est à la fois le conseiller des familles, mais aussi le conseiller des entreprises. Donc, quand on voit que l'acquéreur rêve, a envie de faire quelque chose, mais qu'il n'a pas les capacités ou qu'il n'est pas structuré pour, c'est-à-dire que s'il n'est pas assisté par son expert comptable, s'il n'a pas une vision globale, s'il n'a pas fait valider ses plans de financement par une banque, donc on peut très bien rêver de reprendre une boîte. Mais pour autant, il y a des principes de réalité. C'est qu'après, quand on reprend une entreprise, on y est à H24 parce qu'il faut la faire tourner. Donc, on ne reprend pas une boîte de BTP ou un restaurant quand on n'y connaît rien. C'est justement une des questions qu'on en a posées dans la première émission. Si je n'ai jamais fait de pâtisserie, mais j'adore la pâtisserie, je ne peux pas forcément reprendre une pâtisserie? De toute façon, il y aura un principe de réalité. C'est que la banque va lui dire « t'es bien gentil de rêver ». Mais en même temps, une fois, on te finance, mais si tu fais basculer ta boîte dans le passif et parce que tu n'es pas à même de maintenir un chiffre, une clientèle et que ta boîte va péricliter, la banque elle-même aussi va demander de l'assurance sur sa capacité à gérer, administrer sur du long terme. Même les experts comptables, Mahi Alani, suivent ce genre de savoir que le repreneur a? Oui, on est très sensible à ça quand on a un rendez-vous d'évaluation d'entreprise avec un prospect. 50% du rendez-vous sera sur sa capacité à reprendre une entreprise. Est-ce qu'il a envisagé toutes les difficultés qu'il va rencontrer en tant que repreneur? Il y a tout ce qui est gestion des ressources humaines. Est-ce qu'il est prêt à gérer une équipe? Est-ce qu'il est prêt à échanger avec les fournisseurs, les clients? Parce que là, en général, tu passes de statut de salarié, donc occupé à gérer juste ta production, ton travail opérationnel, à chef d'entreprise où, au-delà de la production, tu dois gérer aussi tout l'administratif, tu dois gérer ton équipe, tu dois gérer aussi les échéances fiscales et sociales. Donc oui, c'est un tout. Et si on voit que le repreneur n'est pas forcément prêt, on alerte. Et tu nous donnes un exemple qui est assez intéressant, passer de salarié par exemple à repreneur. Donc parfois c'est ce qui arrive, les parts de l'entreprise sont vendues à plusieurs personnes, en tout cas généralement des salariés. Est-ce que ça change juridiquement, Jean-Philippe? On change de casquette, c'est-à-dire que le salarié il se rend compte que tout ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'il faut y aller corps et âme pour porter l'entreprise, maintenir son chiffre, son activité, avoir une vision de développement surtout. Parce que c'est quand on est soi-même salarié de l'entreprise, on connaît la boîte, mais on n'imagine pas ce que ça implique. C'est-à-dire qu'il faut appréhender toute la partie sociale, fiscale, les échéances, et puis
courir après le client, c'est-à-dire trouver des nouveaux marchés, se développer, déjà s'assurer de maintenir sa propre clientèle existante. Donc c'est un boulot à plein temps. Donc c'est un autre univers. C'est-à-dire que quand on passe de salarié à entrepreneur, c'est pas du tout la même vie. Mais il y a l'espoir d'aller vers un avenir meilleur, de gagner plus, de se développer, de créer. Je me souviens d'ailleurs que lors de la préparation de la première émission, Benoît, tu nous en avais parlé. Tu nous disais que quand une entreprise est en vente, avant d'aller voir des clients à l'extérieur, on essayait de voir dans le cercle très proche de l'entreprise parce que c'était les personnes qui étaient les plus à même de reprendre cette entreprise. Bah, effectivement, c'est ceux qui connaissent le mieux, en fait, tout simplement. Ils connaissent l'environnement, ils connaissent les salariés, ils connaissent tout le back-office, ils connaissent les clients. Oui, donc forcément, c'est ceux qui sont le plus à même de reprendre. Oui, ça, effectivement, c'est judicieux. D'ailleurs, on fait souvent ça, c'est-à-dire qu'on propose effectivement au premier cercle. Et s'il y a la capacité et l'envie, parce qu'il faut aussi avoir l'envie, parce qu'encore une fois, quand on devient chef d'entreprise, c'est un sacerdoce. On dort pas forcément toujours très très bien. Il y a une entreprise qui a été médiatisée récemment, justement, qui a été reprise par ses salariés. Il y a d'autres avantages. On parlait de l'aspect plutôt humain. Donc, quand on est un repreneur qui ne connaît pas du tout l'entreprise, parfois, entre le salarié et les repreneurs, ça peut ne pas coller. Alors que là, si on est déjà salarié dans la boîte, finalement, on connaît déjà tout le monde. Oui, c'est un peu ça. On connaît la structure, on connaît le mode de fonctionnement, on connaît du premier ouvrier jusqu'au directeur administratif et financier. Et effectivement, c'est plus simple de reprendre dans un cadre comme ça. La connaissance du métier aussi. Puisqu'on est déjà dans la structure, on est déjà dans la société, donc forcément, ça aide énormément à la reprise. Il y a une continuité, en fait, tout simplement. Maria Alani, c'était justement l'objet de ma prochaine question. Cette continuité, il n'y a pas de scission à proprement parler, puisque après la reprise, les salariés qui ont repris l'entreprise, je suppose, continuent à faire fonctionner finalement comme ils le faisaient déjà auparavant. Oui, bah c'est ça. Après, chaque chef d'entreprise a sa manière de fonctionner. Mais oui, les processus continuent, l'équipe reste la même, donc il y a cette continuité qui est assurée et qui permet de générer en fait les revenus qui étaient déjà là et de faire perdurer ces revenus. Donc au niveau du remboursement du prêt aussi, c'est plus simple parce que tu n'as pas une nouvelle activité à développer. En fait, tu continues juste à faire ce que tu faisais en tant que chef d'entreprise, mais différemment, dans le sens où là, tu n'es plus dans le cas de Boyer, tu n'es plus sur le chantier, mais tu es au niveau de la direction à gérer un peu toutes ces équipes. Est-ce que ça change quelque chose? Par exemple, on parlait d'apport un peu plus tôt. On va prendre une entreprise fictive. Il y a plusieurs salariés, on va dire une petite dizaine, comme ça permet de faciliter les calculs. Une petite dizaine qui veulent reprendre l'entreprise. L'apport est divisé entre les différents reprenants. Comment ça se passe? Benoît? Oui, en fait, on va demander un apport global toujours le même, aux alentours de 20%. Donc, forcément, si on a 10 repreneurs, chacun va ramener 2% de la somme. Mais les conditions après d'obtention du crédit, ça sera toujours défini par la banque via des comités de validation. Il y a des dispositifs qui sont mis en place pour faciliter ce genre de reprise collective? Oui, alors comme on l'a vu lors de la dernière émission, il y a la Sofidep qui peut intervenir sur le financement. Alors la Sofidep, elle interviendra toujours en cofinancement. Il y aura toujours une banque qui sera là. On a également, pour des petites structures, Initiative Polynésie qu'on peut aller consulter. Donc il faut aller faire frapper à toutes les portes possibles. Si on a vraiment l'envie de devenir entrepreneur, il faut vraiment se donner toutes les chances, quoi. Il faut aller taper à toutes les portes et puis ne pas hésiter à aller demander des conseils auprès de nos amis notaires ou d'experts comptables ou de nous, pourquoi pas. Justement, en parlant de nos experts et surtout de notre notaire, est-ce que ce sont des cas qui arrivent assez fréquemment, la reprise d'une entreprise par des salariés? C'est ce que vous-même vous conseillez peut-être? C'est la solution idéale, par principe, parce que la transition est plus simple, il y a la connaissance client, la mise au courant est beaucoup plus simple. Mais c'est parfois anecdotique aussi parce que les salariés, parfois, n'ont pas la capacité de financement et on se retrouve parfois dans la situation d'être obligé de trouver quelqu'un d'extérieur qui, par son expérience, son apport, pourra assumer la reprise. Mais c'est idéal, la reprise par les salariés. Mais s'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir un apport nécessaire ou d'être bancable, tout simplement, le cédant, le chef d'entreprise qui veut arrêter son activité ou la céder,
il va se tourner nécessairement vers d'autres personnes qui seront en mesure de faire la poursuite de l'activité. Ça sera une forme de garance que tu disais un peu plus tôt, qui va pouvoir venir aider l'entreprise, mais du coup, ce n'est pas lui concrètement le racheteur. De quoi, le salarié, tu veux dire? Quelqu'un qui va venir et pour aider les salariés qui n'ont pas forcément les moyens. En fait, non, ça sera quelqu'un totalement extérieur qui va faire la reprise de la boîte, comme ça peut arriver. Donc, le chef d'entreprise va changer, ce sera une reprise par quelqu'un d'autre. Si les salariés ne se sont pas positionnés pour la reprise, parce qu'à un moment donné, il faut sortir de son corps, il faut dire à son patron, bah, le jour où tu arrêtes, nous, on serait aussi d'accord pour reprendre. Donc, il faut verbaliser aussi les choses. Et le chef d'entreprise, lui aussi, il jauge ses salariés. C'est son bébé. Il l'a porté à bout de bras pendant X années. Et donc, son souhait, c'est que l'activité continue, que l'activité soit maintenue et que les emplois soient sécurisés. Mais après, c'est au chef d'entreprise de vérifier si ses salariés sont en mesure ou pas de porter ce projet-là. Est-ce que ça complexifie la négociation si l'entreprise en elle-même est propriétaire des locaux, par exemple, dans lesquels ils sont? C'est dans l'actif. En réalité, quand on valorise la société, il y a la clientèle, l'activité, le matériel, les machines, etc. Il y a aussi parfois l'immobilier, souvent qui est décentré au travers d'une autre société. Mais ça se valorise. Parce que le chef d'entreprise peut très bien rester propriétaire des murs et ne vendre que l'activité. Et le repreneur sera le locataire de l'ancien propriétaire. Donc il y a tout un tas de schémas qui permettent de moduler une reprise d'activité, quitte à ce que le repreneur, dans l'avenir, rachète les murs pour une fois qu'il sera bien établi. Donc en fonction des cas, comme on vient de le voir avec Jean-Philippe, Benoît, ça peut être un atout dans la valorisation globale. Donc on revient sur la valorisation finalement. Bien sûr, toujours. En fait, aujourd'hui, il y a des repreneurs qui vont se dire, bah, moi déjà, je vais racheter le fonds de la société. Est-ce qu'il y a déjà un gros investissement? Et puis, bah, dans 7 ans, une fois que ce crédit-là, il sera payé, que la société m'appartiendra entièrement, là, à ce moment-là, bah, pourquoi pas voir pour l'acquisition des murs, qui a un intérêt, hein, puisque après, bah, ça peut permettre de générer des revenus locatifs pour le repreneur. Alors tu nous as parlé de 7 ans, puisqu'effectivement c'est la durée moyenne de remboursement d'un prêt vis-à-vis d'un rachat d'entreprise, mais est-ce qu'il est possible d'avoir à l'année des genres de raccourcis? Je reprends une entreprise et ça fonctionne tellement bien que ça me permet de rembourser en 1 an par exemple. Ce sont des choses qui peuvent arriver? En tant qu'expert comptable, je préconiserais quand même de faire un prêt sur une plus longue durée pour toi te sécuriser au niveau du remboursement, parce que oui, l'entreprise peut très très bien fonctionner comme elle peut chuter du jour au lendemain et toi tu te retrouves dans le rouge pour rembourser. Hein. D'accord. Donc oui, tu pourrais, mais ce serait bien de le garder quand même sur la durée habituelle de remboursement. Par contre, éventuellement, avec ta banque, négocier un remboursement anticipé sans frais, par exemple. Est-ce que la notoriété, ça a un rôle dans justement cette valorisation, je suppose, mais le repreneur, est-ce que la notoriété du repreneur peut impacter sur la clientèle, sur la valorisation, sur tous ces éléments qu'on a vus ensemble, Benoît? Oui, alors effectivement, si on parle de croissance externe, c'est-à-dire par exemple le numéro 1 d'un secteur qui rachète le numéro 2, oui, on peut imaginer qu'on va faire un gros groupe qui serait leader sur le marché. Oui, ça va avoir un impact. Après, la notoriété de la société à la vente est importante. Sa capacité à générer de la confiance aussi vis-à-vis de ses clients. Et pour terminer, on est sur une île, et je me tourne vers toi Jean-Philippe, est-ce qu'il y a des réglementations? On est sur une île, il y a le magasin chez Harry et le magasin chez Benoît, et j'ai envie de racheter chez Benoît pour pouvoir avoir un monopole. C'est possible de faire ce genre de choses ou c'est beaucoup plus complexe? Non, tout est possible. Après, c'est un problème de concentration et de monopole. L'autorité de la concurrence a un regard là-dessus en fonction des volumes qui sont générés par l'entreprise. Donc, après, sur une île, on est propriétaire des 2 boutiques. Bah oui. Pour autant, on se retourne à un monopole. Bah oui. Mais pour autant, est-ce qu'on est dans un système large, quasiment de monopole sur toute la Polynésie? Je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'être tout seul sur son île, avoir les 2 boutiques, c'est formidable. Mais il y aura un principe de réalité aussi, c'est que les clients, tu te retrouves en monopole et tu doubles tes prix,
tes clients vont se débrouiller et ne plus venir. Mm. Donc, la vie d'une entreprise, on est vraiment dans le principe de réalité. Il faut que l'entreprise soit performante, qu'elle soit concurrentielle, qu'elle soit régulière dans la production de ses produits. Un restaurant, il est bon aujourd'hui, mais s'il n'est pas bon la semaine suivante, tu perds de la clientèle. Donc, c'est un effort de longue haleine. Il faut être tout le temps sur le pont. Il faut démontrer qu'on est performant, régulier, fiable. Et on parlait de la qualité du repreneur. C'est d'abord la crédibilité, son savoir-faire. Donc, parce que si c'était facile de reprendre une boîte, tout le monde le ferait. Bien sûr. Et ce que je pense que ce que les gens n'imaginent pas, c'est le degré d'implication dans la reprise d'une activité. Parce qu'on met tout dans la panière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on y va, quoi. Il faut porter ça à bout de bras sur X années et maintenir son chiffre. Comme quoi, être entrepreneur n'est pas une mince affaire. Il y a encore beaucoup d'autres exemples que l'on aurait pu donner, mais c'est déjà la fin de notre émission. Si vous voulez vous renseigner plus longuement, vous avez le site de la ccism.pf qui vous propose les différentes astuces, les différents conseils pour le rachat d'entreprise. On vous invite à aller faire un tour du côté de ces sites ou directement de rentrer en contact avec nos invités, que je remercie d'ailleurs pour votre présence et vos conseils et vos bonnes réponses. Maruru. Merci. Nos amis, les amis, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve très bientôt. En attendant, bonne soirée sur TNTV à 18h. Votre V at Haiti. Maururu itotato farerira. Trahuma parhana.